Salut à tous, donc l'épisode 33 avec les lotos soudal, c'est maintenant. Le programme, il va être un peu plus réduit par rapport à ce que j'espérais proposer, puisque je pensais traiter Tirreno et Sanremo, voire même parler un peu du Giro qui allait suivre. Mais en fait, vous allez voir que Paris-Nice va nous occuper bien plus que prévu sur ce parcours 2010, mais ça on y reviendra juste après. Alors petit, quand même, hein, on referme un peu notre chapitre australien là, qu'on avait traité sur la fin de l'épisode précédent. Euh, Michael Matthews est quand même le grand favori de cette classique Evans, hein, ce qu'il appelle Geelong's Race là dans PCM. En fait, voilà, c'est la classique Cadel Evans. C'est une classique World Tour B. Donc, c'est comme l'Estrade Bianche, en fait, hein, au niveau de la classification. J'ai que Storer qui est en forme à part Matthews. Donc, je vais m'en servir. Et puis, à l'approche du sprint, je décide de prendre la roue de Consoni. C'est un sprinter italien. Et il me l'a fait à l'envers. J'ai très mal joué. Très mal joué. Parce que vous avez vu la barre qui reste à Matthews. Et c'est une farce totale. Euh, J'aurais dû y aller, mais sans me poser la moindre question. Comme j'aurais fait d'ailleurs, si c'était pas un sprinter que je jugeais, je dirais, prenable, quoi, hein. Je me suis dit, je prends la roue, je sortirai au dernier moment. Bah tiens, comme la toute fin elle est en descente, je me suis fait bananer. Voilà. Donc, ça clôt le chapitre Matthews petit 1 pour cette saison. Lui, il va se reposer avant le Giro, il va se préparer, il courra même en Romandie. Puis comme il aime l'Amstel, j'irai quand même l'aligner à l'Amstel, mais il sera pas en forme. Euh, on passe au Strade Bianche. Alors ça, c'est sympathique. Bettiol est préparé pour ça, hein, vraiment. Et comme la forme du jour n'est pas favorable du côté de Tish Benoît, qui n'est pas encore en pic de forme, ça devrait arriver dans quelques jours, c'est prévu. Par contre, Omen, je lui ai avancé son pic, parce que comme son objectif c'est Tirreno, bah autant qu'il soit aussi en forme du côté des Strade Bianche. Et donc, les priorités, je vous les ai données, c'est Bettiol, Omen et Tish Benoît. D'ailleurs, on va être amené à sacrifier notre champion du monde toujours pour servir un petit peu de leurre. C'est-à-dire qu'en fait, je vais le faire attaquer. Voilà, c'est quasiment tout de suite. Je vais le faire attaquer pour essayer de faire un peu bouger tout le monde. En plus, il y a des échappées. J'ai pas tellement envie que Bettiol soit obligé de rouler sur la toute fin. Je préfère faire revenir via une attaque de Benoît qui de toute façon n'espère rien sur cette course. Si vraiment je la jouais à l'économie et que j'avais que lui, je pense que le top 5 il serait jouable, mais comme on a la chance d'avoir deux autres coureurs qui sont très préparés, je vois pas l'utilité de vraiment essayer de faire performer Benoît sur cette course. C'est pas son objectif. C'est pas son objectif. Donc, vous voyez, il nous a ramené sur les échappées qui, bon, devaient bien avoir les jambes lourdes, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et la parole, maintenant, va être essentiellement à Omen et Bettiol, alors que notre cher Benoît allait consommer ses dernières énergies, mais c'est Kwiatkowski qui attaque, et là on rigole pas. Quand il y a Kwiatkowski qui attaque, vous voyez d'ailleurs, j'ai beau avoir contre-attaqué, j'ai quand même raté la roue. Donc heureusement, c'est là qu'on est content d'avoir un Omen avec soi. Il va nous ramener, ça va prendre quelques centaines de mètres, quelques petits kilomètres, mais il va nous ramener. Et puis à la toute fin, je décide quand même de faire péter une attaque parce que
on n'arrive pas à boucher la dernière partie du trou. Donc, Bétiol, tu te calmes. Voilà. Ok. J'avais eu du mal à stopper son attaque. Et puis surtout, tu vas te caler. Attention, dès que c'est bon, dès que c'est bon. Voilà. Tu te cales dans la roue de Kwiatkowski. Et on va rentrer dans Sienne. Regardez, à gauche, là. Hop là. Alors c'est très raccourci hein, par rapport à la réalité. Cette rue-là, elle monte pendant très longtemps hein, dans l'Estrade Bianche. Euh, on a la roue. Je décide de sprinter avec Bétiol. Attention à Kvyat, attention à Kvyat. Et voilà, on va se la faire celle-là. Très très belle victoire pour Alberto Bétiol. Il avait un Milan-San Remo, il avait une étape sur Tirreno en 2019, ainsi que le titre de champion d'Italie. Hein, ce maillot en est la preuve. Ben, il rajoute des Strade Bianche. Voilà. Je suis pas sûr qu'on puisse gagner énormément de choses comme on a pu le faire avec Wellens ou Tige Benoît, avec Bétiol, mais au moins on lui offre quelques petites victoires fort sympathiques. En pic de forme, hein, attention, il ne faut pas s'enflammer. Hein. On passe à Paris-Nice. Alors, c'est le parcours 2010. Je vous ai mis les images du jeu, mais je pense que ce qui est encore plus sympa, c'est d'avoir les profils un peu détaillés de toutes ces étapes, et notamment là, des étapes sur lesquelles une décision peut se faire. J'ai pas sélectionné la quatrième, on va la voir juste après, mais la 5, la 7, la 8 peuvent être des moments décisifs. Alors ça démarre avec un prologue. On a Hofland qui performe, mine de rien, il fait un prologue plus qu'honnête. John Degenkolb qui n'est pas encore en pic de forme, lui il le sera le 23 mars pour le GPE3. John Degenkolb, mine de rien, fait son petit temps, hein, il est plus que correct. Les sprinters en général ils sont pas pourris hein, sur les prologues. Bétiol, mine de rien là encore avec son pic de forme, arrive à nous sortir un temps là aussi relativement honnête, même si évidemment il y a Richie Porte, Geraint Thomas qui se sont déjà emparés des premières places, et puis tout ce qui va importer à présent c'est d'essayer de limiter la casse avec Tish Benoît. Au premier intermédiaire ça allait, et au deuxième, enfin donc à l'arrivée, c'est pas génial, on a perdu une quarantaine de secondes. Aïe 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 aïe. Donc on commence avec 40 secondes dans la musette par rapport à Richie Porte. Et honnêtement, c'est pas une bonne nouvelle, mais du tout, du tout. Alors, deuxième étape très très plate. Je fabrique un petit train, là, j'ai vraiment le matos pour fabriquer un train de sprint. Bétiol, hein, qui est pas ridicule au sprint. Hofland, qui servira de poisson pilote à Degenkolb. Et j'ai mis Benoît dans la route des Gunkolb uniquement pour qu'il ne perde pas de temps. Ça n'est pas parce que je vise la victoire. Et en fait, l'incroyable va arriver. Regardez, tournant à gauche et hop, derrière. Ben ouais, en fait, ça va être une victoire de Tish Benoît qui va s'imposer au nez et à la barbe de Demar, de Gaviria, de gros noms du sprint. Bon, bah on la prend, hein, on va pas faire la fine bouche. Je suis très très surpris d'avoir gagné au sprint là avec Benoît. Vous me direz, ouais, il a 73 en sprint. C'est pas ridicule, hein. Pas ridicule du tout, hein. Donc voilà, bah, victoire d'étape pour Tige Benoît. Il n'est pas encore dans son pic de forme. Hein. Le pic, je l'ai programmé pour le matin de la quatrième étape, donc le lendemain de celle qu'on démarre maintenant. Alors, l'étape 3, on voit qu'il y a un final un peu mouvementé, pardon, mais que, avec notamment l'opportunité de peut-être s'échapper à la toute fin,
Mais bon, je pars pas trop sur cette idée-là. A priori, je me dis, allez, tu vas emmener Degenkolb au sprint, quoi. Moi, j'ai envie de le faire briller, John Degenkolb, hein. Je l'ai pas recruté pour juste l'avoir dans l'équipe. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup et j'ai envie qu'il gagne des choses. Donc voilà, on essaye d'emmener un peu avec notre- nos équipiers là qui sont quand même très forts dès que ça commence à vallonner, je dirais. Hein, dans toutes les côtes, ils sont très bons. Et puis je me dis, tiens, et si, et si, et si on tentait pour voir, là encore, euh, un départ de Bettiol. Bettiol, c'est un électron hein, sur ce Paris-Nice. Il a un rôle qui est de soutien sur les étapes de vallon à Tige-Benoît, mais sur une étape comme celle-là, de plat, bah, s'il veut terminer en costaud, il a le droit. Hein. Et puis, ben, en fait, c'est ce qu'il se prépare à faire. Alors, je sprinte quand même avec Benoît parce que je me méfiais en fait que Bettiol se fasse reprendre. Degenkolb était un petit peu en difficulté à cause précisément des petites bosses sur la fin et victoire de Alberto Bettiol. Donc, bah super, super. Il enrichit son palmarès d'une étape de Paris-Nice, ce qui est toujours sympa. Hein. Voilà, très jolie victoire opportuniste pour Bettiol, donc qui rentabilise son pic de forme. Hein. Strade Bianche plus une victoire sur Paris-Nice, et puis on arrive, puis c'est pas fini peut-être, on arrive à l'étape 4. Elle est piégeuse. Toutes ces étapes là qui sont dans le massif central sont des étapes très piégeuses parce que vous pouvez faire des différences à des endroits qui sont éventuellement pas très prévisibles. Alors, il y a notamment cet endroit qu'on peut repérer tout de suite parce qu'il se voit avec une petite montée hein, tout de même, et ensuite une grande descente, un, un replat, et ensuite une montée assez violente. Hein, vous voyez de quoi je parle sur le profil de l'étape. Bah franchement, moi j'ai envie d'essayer de tirer parti de cet endroit-là pour étirer le peloton, voire même, on sait jamais, pour provoquer une cassure ou éliminer des sprinters, que sais-je. Le tout donc en demandant à Hofland et évidemment à Degenkolb de suivre, parce que là encore, j'ai un peu dans la tête, bah, si je peux faire gagner John Degenkolb, je ne vais pas me priver. C'est pour ça que je l'ai emmené sur Paris-Nice, même si, question pic de forme, il y a des priorités dans le calendrier qui font que c'était pas là qu'il fallait le déclencher. Donc voilà. Est-ce qu'il peut ramasser un sprint sans pic de forme? On voit que je fais beaucoup travailler Tige-Benoît. Hein, c'est une étape où il n'a pas, il n'a pas besoin de s'économiser spécialement. Il a la caisse. Et puis surtout, il a eu son pic de forme le matin. Donc c'est quand même intéressant. Hein. Et voilà, je vais comme ça travailler. On voit que le seul échappé survivant là devant, c'est Rohan Dennis. En fait, il avait vachement performé sur le prologue, et après, il s'est pris des écarts monstrueux. Le mec a 12 minutes de retard ou quelque chose comme ça. Donc, bon, il a eu le droit de s'échapper, alors qu'on voit qu'il y a des gens qui font la course au maillot vert. Euh, si j'étais présomptueux, je dirais que je préfère essayer de gagner les points pour le maillot vert sur les arrivées. Et pas épuiser mes coureurs à faire un sprint pas très loin d'une arrivée. Donc, Bettiol a tenté comme la veille, mais d'un peu plus loin hein, cette fois-ci. Ensuite, ça va être le tour de Hofland. Parce que Hofland, c'est quelqu'un qui est capable de finir éventuellement. Il est capable de terminer le travail.
Il n'a pas une mauvaise note en baroudeur, il n'a pas une mauvaise note en vallon, parce qu'il y a une petite bosse juste à la fin. Les BMC ramènent de quoi rouler derrière Hoffland. Et puis, vous voyez justement, on est dans cette dernière difficulté du jour. Je me dis, tiens, mais finalement, pourquoi est-ce que je tenterais pas d'aller peut-être terminer le boulot avec Tischbenot. En plus, il y a Hoffland qui peut protéger un tout petit peu. C'est toujours sympa d'avoir une petite protection pendant le temps que ça durera, hein, tant qu'il lui reste un peu d'énergie. Vous voyez, on a quand même bien étiré le peloton là. Hein. Ça évite que les équipes de sprinters soient trop organisées et ça oblige les sprinters à se débrouiller par eux-mêmes. Et ben voilà, tactique relativement payante, puisque Tischbenot va lever une deuxième fois les bras sur Paris-Nice. Alors, lève les bras, justement, j'ai oublié de lancer la cinématique. C'était l'occasion ou jamais. Je promets d'y penser dès la prochaine arrivée en solitaire de notre Tischbenot favori. Alors, regardez les écarts, c'est amusant parce que pour moi, il y a un écart ici. Il y a vraiment un écart. Ben en fait, non. Le peloton a été crédité du même temps que Tischbenot. Moi qui espérais reprendre du temps sur Richie Porte, c'est encore une fois raté, mis à part les bonifs. Et on arrive à cette étape 5. Celle-là, elle est intéressante, puis elle nous fait penser à quelque chose qui s'est produit en juillet dernier. Hein. C'était l'étape 14, si je ne m'abuse. L'étape 14 du Tour de France, qui était vachement intéressante. Et d'ailleurs, dans ma partie, la saison passée, je crois que c'est Richie Porte qui gagne cette étape-là, cette étape 14. Bon, voilà, à suivre. Alors, j'ai essayé de lancer un échappé. J'avais envie de voir un peu De Martino, notre recrue italienne, à l'œuvre. Donc je tente, je retente. Il aura vraiment fallu tenter un certain nombre de fois avant que ça fonctionne. Voilà, il y a enfin une échappée qui s'est dessinée. Le peloton a accepté. Et le problème, c'est que De Martino, il est comme les autres. Hein, il s'est épuisé pour, pour constituer cette échappée, pour pouvoir sortir. Et du coup, voilà, le peloton finalement va les reprendre bien avant la fin. Donc chou blanc, tout ça pour ça. Bon on change de stratégie. Alors puisque l'échappée n'ira pas au bout, ça veut dire que ce groupe va rester ensemble et qu'il va falloir peut-être plus procéder à une forme d'écrémage. Alors justement dans la avant-dernière montée, j'essaye d'écrémer avec Tischbenot, que je protège à chaque fois par tantôt Hoffland et puis quand il n'a plus d'énergie par Alberto Bettiol. Bon, on arrive, on est dans la descente avant la dernière difficulté. Voilà, c'est parti, la côte de la Croix-Neuve, juste à Mende en fait. Et je décide de partir à l'offensive là avec Benoît, puisque Bettiol n'a plus rien dans le moteur. Et là, on est bien suivi. Là. Il y a Dan Martin. Vous avez vu, j'ai un peu trop vidé ma barre. Bob Jungels est présent. Je prends sa roue d'ailleurs. C'est peut-être une erreur. Il a peut-être été un peu violent pour nous. Regardez à quelle vitesse il va nous vider la barre, là, Bob Jungels. Et on est un peu dans le dur, même Jungels. Hein, il est un peu dans le dur. On aperçoit en bas à gauche Nibali. Hein, il est passé chez Education First. Et malheureusement, qui est-ce qui surgit? Richie Porte, décidément. Alors contrairement à l'arrivée de l'étape 14 du Tour de France, qui était 1 km en descente plus bas, cette fois-ci, l'arrivée, elle est au sommet.
Ça change pas grand-chose. Hein. Ça change pas grand-chose. Et là, je suis dégoûté. J'ai raté. Bon, j'ai un peu l'impression d'avoir raté mon Paris-Nice, hein, pour être très très franc. Parce que la 5e place ici, elle nous condamne à l'exploit lors de l'étape 7 ou bien lors de l'étape 8. Parce que l'étape 6, bon, elle est pas sélective. Hein. Elle va pas nous permettre de faire la moindre différence. Ça va peut-être être un sprint. Bon, on va passer relativement rapidement, hein, sur cette étape-là. Donc, je prépare tout normalement, et puis en fait, après, je m'aperçois que l'écart, hein, comme je l'ai laissé à l'écran, l'écart est bien trop grand. On ne prendra jamais les échappées. C'est Turgis, le français Turgis, qui s'impose. Bon, ok, allez, on a la tête ailleurs. On va juste gérer les affaires courantes et puis regarder ce qui va suivre. Sur l'étape suivante, puisque de toute façon sur cette étape 6 il ne pouvait pas se passer grand chose. Et l'étape suivante, en revanche, elle peut peut-être nous donner l'occasion de tenter d'abattre un peu nos dernières cartes pour la victoire finale. Alors, le col de Vence paraît être le meilleur endroit pour tenter quelque chose, parce que de toute façon, avec la meute de Movistar et de Sky, et voire même de Emirates, hein, qui sont là, c'est pas évident de savoir quoi faire exactement. Je crois que le mieux c'est de lâcher les chevaux, et puis de demander éventuellement à Bettiol de nous aider un tout petit peu, tant qu'il aura de l'énergie, et ensuite, advienne que pourra. Donc, c'est parti, voilà, j'accélère avec Bettiol, et puis ensuite, hop là, on lâche la bête. Donc voilà, il y a des échappés là qui sont en train de se faire reprendre. Mais le problème, c'est que ça va recoller. Ça va recoller. Regardez là, hop, on dépasse par la gauche. Voilà, on les laisse sur place, y a pas de souci. Sur place, pas vraiment. En fait, il y en a un qui s'accroche là. Et c'est jamais bon quand il y en a un qui s'accroche, parce qu'il peut permettre à nos poursuivants de faire une jonction. Du coup, je vais remettre un petit coup. Et regardez, le pauvre Benoît, il lui reste plus rien. Il a déjà tenté. Il est en train de se faire reprendre, parce que de toute façon, je suis bien obligé de gérer l'énergie qui reste. Et puis, de toute façon, tant qu'on en aura un petit peu, on tentera. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Mais bon, allez, on en remet une. Voilà. Et puis, maintenant, faut prier. Parce que regardez, il reste presque plus de barres rouges, même si là, dans une mini-descente, elle se refait, mais on est presque au bout là. On est presque au bout, on va céder, on n'en peut plus. God, help me. Et oui, le miracle, l'apparition, l'intervention divine. Plus personne n'a les jambes pour aller chercher Tige Benoît qui, avec un petit 66, 67, 65 d'effort, va s'envoler dans cette fin d'ascension. C'est la deuxième partie du col de Vence, donc, hein, sur cette étape. Waouh. Franchement, après, bon, évidemment, ça se réveille, hein, faut pas rigoler. Mais c'est déjà un petit miracle.
Et à présent, il faut terminer cette étape avec l'espoir de garder, je dirais, une trentaine de secondes, ça peut suffire. 30 secondes, puisque Benoît a 30 secondes, 34 secondes de retard sur Porte. Donc en prenant les 6 secondes de bonification, il suffit juste que Porte ne termine pas deuxième si on prend 30 secondes. Mais on va voir que ça va être en fait un tout petit peu plus. Voilà. Et puis surtout, Porte ne va pas prendre la bonification de deuxième ou de troisième place. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on le tient enfin, notre résultat de référence dans ce niveau de difficulté extrême. Oui, je suis très très content, je tiens mon résultat. Et c'était franchement pas facile parce que j'ai bien vu le moment où ça allait totalement basculer en notre défaveur, surtout là à l'étape de Mende. Et là, non, prise du maillot. Donc là, c'est vraiment super sympa. C'est vraiment super sympa, donc il va rester quand même une étape 8 qui n'est pas une formalité. Hein. Il va falloir quand même s'acquitter des offensives éventuelles des uns et des autres. Bon, ça on sait faire normalement. Hein. Ça on sait faire. Je sais pas quel type de forme du jour va être attribué. Voilà, c'est du plus 2, c'est quand même pas génial. Plus 2, et j'ai fait tout le Paris-Nice avec du plus 1 ou du plus 2, un tout petit peu de plus 3, mais on n'a jamais eu droit à du plus 4, voire à du plus 5. Hein. Ça, non, non, non. Hein. Donc, à mon avis, c'est peut-être un peu lié aussi au niveau de difficulté. Voilà, alors qu'il fait un temps totalement dégueulasse sur la Côte d'Azur, là. Remarquez, c'est la saison. Euh, on a parfois hein, des moments un peu difficiles là. En plus, on n'est pas loin de Nice là. Hein. La Turbie, c'est Monaco. Hein. C'est Monaco. Le Col d'Aise, juste après, c'est pareil. Hein. C'est vraiment. On n'est pas dans l'arrière-pays là. Hein. On est au bord. On est au bord. Voilà, au bord de la mer. Elle est en tout cas à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau. Donc, voilà, bon an, mal an, et personne n'a vraiment bougé en fait dans cette 8e étape. Personne n'a vraiment bougé jusque-là. Euh, Écoutez, moi ça me dérange pas, mais je trouve ça quand même tactiquement un petit peu pauvre. Bon, évidemment, ils vont tenter là par la suite, mais franchement, moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai essayé, voilà, d'être un petit peu offensif quand je voyais que ça bougeait pas trop. Et puis jusque-là, j'avais maintenu, mine de rien, avec la complicité de Bettiol, j'avais maintenu, mine de rien, un bon rythme avec Benoît en effort curseur qui était protégé par Bettiol. Et puis là, il a une telle caisse, le tige Benoît, que je secoue le cocotier pour voir un petit peu ce qui tombe. Et donc, il va y avoir comme ça un genre de yo-yo où on va alterner les. Alors là, il y a Porte qui s'excite, mais c'est un petit peu tard, jeune homme. Il attaque dans la descente vers Nice depuis le col d'Aise, mais c'est pas le meilleur moment. Alors je vais essayer de le contre-attaquer. On est dans les tout derniers kilomètres. Hein. Je vais essayer là, et on n'est pas sous la flamme rouge. J'essaie d'envoyer tout ce qui est possible. Et bon, on va se faire coiffer par Bob Jungels et Vincenzo Nibali pour la victoire d'étape, mais ça n'a pas la moindre importance des étapes. On en a déjà gagné 3 sur ce Paris-Nice. Je crois que ça suffit. Puis surtout, on s'adjuge le classement général. Franchement, je suis super content. On va voir aussi que
au passage, on a glané, mais j'ai même pas fait exprès, le maillot également de meilleur grimpeur, ainsi que, par contre, là c'est un peu logique vu le nombre de places de podium et de victoires d'étape, il y aura aussi le maillot du classement par points. Donc les 3 maillots, rien que ça, pour Tige Benoît. Alors vous voyez comme j'ai développé pas mal ce Paris-Nice, il est évident que la suite sera développée à l'épisode 34. Nous serons donc avec un résumé de Tirreno, où notre chef de meute c'était Omen, et puis après on mettra le cap sur Milan-San Remo. Pas de blague, là on plaisante pas. Puis j'ai prévu de vous faire un petit focus parce que ce Giro là, il faut qu'on en parle un petit peu à l'avance. Vous allez voir, il vaut le coup ce Giro 2015, il est plutôt sympa. Donc voilà, à très très vite pour un épisode 34, encore une fois assez riche.